Alors ça fait maintenant la 3e année consécutive que je fais on va dire ces résumés de l'année en animé, de ce que j'ai préféré, de ce que j'ai moins préféré. Et donc du coup, cette fois j'ai décidé, contrairement aux années précédentes où j'avais à l'avance décidé de quelques catégories et que j'avais ensuite décerné des prix aux meilleures séries que j'ai vues cette année dans ces catégories. Cette année, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent, de laisser totalement de côté les catégories préexistantes pour seulement me concentrer sur les séries que j'ai aimées, parce que c'est ça finalement qui m'intéresse le plus. Donc j'ai juste étendu la partie mention honorable, j'ai inventé des catégories bidons pour toutes les séries dont j'avais envie de parler. On va commencer par passer très vite sur les séries que j'ai pas aimées. Et la première des séries dans cette catégorie, c'est Hakun Tuka no Jo, à qui j'ai décidé de décerner le prix de la pire tsundere. Moi, les tsundere, c'est une catégorie de personnages que franchement je trouve agaçant. C'est-à-dire que c'est un trope qu'on a vu et revu. Et aujourd'hui, en 2018 et 2019, à moins d'avoir vraiment quelque chose de nouveau à apporter à ce type de personnage, franchement, c'est un personnage qui n'est plus intéressant à voir. Après, si c'est seulement un personnage, s'il y a, bon voilà, les personnages de tsundere sont encore répandus aujourd'hui, mais dans des histoires qui peuvent être intéressantes, si c'est seulement un personnage, je suis prêt à passer outre. Maintenant, si c'est le centre, le cœur de l'histoire de la série, ça commence à devenir un petit peu moins intéressant. Et c'est d'ailleurs le cas dans Hakun Tuka no Jo. Pour vous expliquer l'histoire, Hakun Tuka no Jo, c'est l'histoire de donc Hakun. Il a une copine, mais comme c'est un tsundere d'ailleurs, il est absolument incapable de lui dire qu'il l'aime, donc quand il se trouve en face de sa fille, la seule chose qu'il sait faire, c'est l'insulter. C'est une comédie, en tout cas c'est censé, même si personnellement, voilà, bon, j'ai un peu de mal à comprendre la blague, pour moi c'est juste une relation abusive, je vois pas à quel moment c'est rigolo. Alors ensuite, la deuxième catégorie que j'ai envie de décerner, c'est la pire CGI pour la série Himote House. Mais en fait, j'ai pas vraiment envie de parler de Himote House, parce que l'année dernière, j'avais décerné la catégorie meilleure CGI à une série qui s'appelait Hoseki no Kune, Land of the Lustrous. Oh, quelle prononciation absolument dégueulasse, que ce soit en japonais comme en anglais, c'est incroyable. Qui est une série qui, pour moi, prouvait qu'il était possible de faire des séries en CGI qui émulent le style de l'animation à la main. Et aussi, il y a quelques semaines au cinéma est sorti le film Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est un film qui est juste magnifique. Pour vous dire clairement, pour moi c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'animation 3D. Et de l'autre côté du spectre de la qualité de l'animation 3D, on trouve Himote House, qui est à l'animation 3D, ce que empiler au hasard des assets trouvés sur le store d'Unity et à créer un jeu vidéo. Et pour moi ça prouve une chose, ça prouve qu'en réalité, si comme ça on peut penser que faire de l'animation en 3D plutôt qu'à la main, c'est quelque chose d'efficient en termes de coût. En réalité, si on n'a pas derrière un budget de grosse série avec 12 épisodes de 20 minutes ou un budget de long métrage chez Sony, en réalité c'est quasiment impossible de produire au final une série qui soit 100% en CGI qui soit pas absolument dégueulasse. Parce que Himote House c'est une série qui a seulement des épisodes de 3 minutes. Il est évident qu'avec le budget que ce genre de série peut avoir, c'est pas possible de faire quelque chose de propre en CGI parce qu'en réalité c'est un outil, c'est une technologie qui est très compliquée à maîtriser et sans avoir des centaines d'animateurs dessus, ça va être très très difficile de faire quelque chose qui soit vraiment visuellement pas absolument dégueulasse à regarder, quoi. Alors ensuite je voudrais décerner le prix de la meilleure source à GIF à la série Pop Team Epic. Et à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur cette série en fait. Concrètement, c'est une série à sketch. Moi, ça m'a un peu rappelé Nichijou. À la différence de Nichijou était quand même déjà bien barré. Pop Team Epic est vraiment je pense, un autre niveau en matière d'humour décalé et absurde. Mais ce qui fait qu'effectivement, il est très facile de prendre quelques secondes de la série, de la sortir de son contexte et oui, d'en faire un gif. Alors ensuite, pour rester un petit peu dans ce thème, celui que j'ai appelé le meilleur JavaScript, qui est Dagachi Kachi saison 2. Juste pour ce clip. Qui je pense va rejoindre très vite mon dossier de GIF et être très rapidement rentabilisé. À part ça, Dagashi Kashi, alors Dagashi Kashi c'était une série à laquelle j'avais décerné le prix de meilleure comédie en 2017. Là la deuxième saison est produite un petit peu différemment, je crois qu'elle était produite par un autre studio. Et donc les épisodes sont plus courts, c'est plus des épisodes de 20 minutes, c'est des épisodes de 10 minutes. Mais d'un autre côté, vu que la série avance dans l'adaptation du manga d'origine, parce que c'est une adaptation, et là on commence à entrer en fait dans une phase où la série ne fait plus seulement qu'enchaîner des gags et des épisodes en parlant de différents bonbons japonais et différents sucreries, mais commence vraiment à entrer dans une partie du manga qui est un peu plus intéressante à regarder, avec des arcs, avec
du vrai développement de personnage. Quelque part, le fait que les épisodes soient plus courts est contrebalancé par le fait que l'histoire est un peu plus intéressante à suivre désormais. Et globalement, c'est une série qui est toujours agréable à regarder, donc voilà, je recommande. Alors ensuite, meilleure série presque sur la plongée, Amanchu Advance. Pareil, c'est une saison 2. La première saison était un animé assez sympa sur la plongée, effectivement. Et là, la deuxième saison prend le risque de parler beaucoup moins de plongée. Je dis le risque parce qu'en réalité la série n'est pas tellement centrée sur la plongée. La plongée, c'était un peu un prétexte pour mettre les personnages ensemble. Et donc là par exemple on a un arc complet de 3 jours sur le festival de l'école qui n'est quasiment pas centré sur les personnages principaux de l'histoire, qui est centré sur les personnages secondaires et qui part sur une histoire avec une approche très onirique qui est on va dire une redite de l'histoire de Peter Pan, un remake, un reboot de l'histoire de Peter Pan. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme approche. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais en commençant à regarder cette saison 2. J'ai été surpris mais agréablement, donc c'est tant mieux. Alors ensuite, pour rester dans le slice of life, puisque c'est une catégorie que j'apprécie tout particulièrement, j'ai envie de parler un petit peu de Yuru Camp, qui est, comme son nom l'indique un petit peu, une série sur le camping. Là déjà, quand je dis ça, vous savez si vous allez la regarder ou pas. C'est-à-dire si le slice of life c'est votre truc, vous êtes déjà parti, et sinon, vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette connerie, moi je vais regarder Berserk. Toujours est-il que dans les séries slice of life, c'est un truc que j'apprécie en fait, c'est d'avoir des séries un petit peu posées, un petit peu qui prennent leur temps, avec une petite musique sympa, avec des scènes avec pas forcément de dialogue, avec juste des décors qui sont jolis à regarder. Et c'est exactement ce que fait Yuru Camp, c'est-à-dire une série qui nous présente quelques personnages, le club d'activité extérieure d'un lycée, et où ensuite on a en gros des filles qui vont faire du camping. Avec voilà un rythme assez lent. C'est une série, au final c'est une série où on a envie de s'endormir devant. Ce qui des fois est une mauvaise chose, genre The Walking Dead, mais là c'est une bonne chose. C'est vraiment une série où on a envie de se mettre sous une couverture et où on est bien. Et enfin pour terminer, dans les séries, alors on est un petit peu au milieu des séries bonnes et des séries mauvaises. C'est la meilleure série que j'ai pas regardée, qui est Tsurune. Alors pour vous expliquer ça simplement, Tsurune c'est une série sur le tir à l'arc. C'est une série qui a l'air très bien, qui a l'air, voilà, c'est produit par Kyoto Animation, qui est un studio dont j'apprécie en général le travail. C'est juste que là, ça m'a pas spécialement intéressé. Je sais pas, les personnages avaient l'air intéressants, l'intrigue avait l'air intéressante, les graphismes avaient l'air magnifiques, mais ça m'intéresse pas forcément, donc j'ai juste laissé tomber. Mais la série a l'air très bien. Alors ensuite, j'aimerais parler d'une autre série que j'ai trouvée assez sympa. La meilleure série de voyage dans le temps qui ne se viande pas pour Hirodoku Sekai no Ashtakara. Parce qu'en réalité, à partir du moment où on écrit sur du voyage dans le temps, il y a mille et une manières de se planter. Et la plus simple d'entre toutes, c'est simplement d'essayer d'expliquer comment fonctionne le voyage dans le temps. Et vous serez peut-être rassuré d'apprendre que ce n'est pas le cas dans cette série. Ça se passe dans un univers qui est très proche du nôtre, on va dire, qui a la particularité d'avoir des mages. Alors là, on n'est pas dans un truc à la Harry Potter, où les mages peuvent faire un peu tout et n'importe quoi. Donc globalement dans cette série, les mages ne servent pas à grand chose à part faire apparaître des arcs-en-ciel ou parfumer la pièce avec une bonne odeur de sapin. Du coup, les mages vivent plus ou moins intégrés à la société des humains et la vie suit son cours normalement. La série commence environ 60 ans dans notre futur, avec une fille dont on apprend qu'à cause de la magie, donc voilà, elle est d'une famille de mages, et à cause de la magie, elle ne voit pas les couleurs. Ce qu'elle a l'air de vivre sacrément mal. Alors, je suis pas daltonien, si ça se trouve c'est quelque chose de très très handicapant, donc je ne juge pas. Sa grand-mère, qui est elle aussi une mage très douée, décide de la renvoyer dans le passé à cause de magie, donc de nos jours, 60 ans plus tôt, à l'époque où la dite grand-mère était encore au lycée. Et s'ensuit donc une histoire assez sympa que je préfère ne pas spoiler. En gros, on a cette fille qui vient du futur, mais finalement c'est pas très important, qui a surtout quelques difficultés à communiquer en fait, et qui va apprendre à s'intégrer dans le groupe d'amis de sa grand-mère. Et avec ça, j'aimerais parler d'une autre série que je vais appeler La meilleure fin courue d'avance pour Tadakun Wakoi Shinai, qui est une série de romances, ma foi, avec une construction assez classique qui rappelle un petit peu celle justement de Hirodoku Sekai. Et là, franchement, c'est une série, voilà, dans le premier épisode, il y a un garçon qui rencontre une fille. On sait très bien comment les épisodes qui suivent vont se dérouler.
mais c'est quand même assez sympa à regarder. Je trouve ça assez intéressant en fait à étudier comme cas parce que y a des séries pour lesquelles on sait exactement comment toute l'histoire va se dérouler et du coup ça les rend complètement inintéressantes. Mais là pour le coup c'est une histoire où malgré qu'elle se construite de manière assez très classique finalement, et ben c'est une histoire que j'ai quand même apprécié regarder et qui m'a quand même accroché en fait, que j'ai quand même voulu regarder jusqu'à la fin. Et ensuite, je voudrais aborder les choses qui fâchent avec, je crois, la dernière pire série de ma liste, c'est le pire cringe que j'ai eu cette année, qui est la série Citrus. Alors c'est peut-être quelque chose qui va vous choquer parce que visiblement, d'après My Anime List, c'est un manga Yuri qui a l'air assez populaire, mais franchement, moi cette histoire m'a juste gêné du début à la fin. Et pour mieux vous expliquer pourquoi, je vais la mettre en comparaison avec une autre série qui a été diffusée à peu près au même moment je crois, qui est Koiwa Ameagiri no Yone. Alors pour commencer, Citrus, c'est une série qui suit le personnage de Yuzu, qui est vaguement un personnage de Gyaru, qui vient de changer d'école parce que ses parents sont divorcés, sa mère a trouvé un nouveau copain et donc elle a déménagé. Et donc elle est dans une nouvelle école, dès le premier jour il commence à y avoir des tensions entre elle et la présidente du conseil étudiant, et le soir quand elle rentre chez elle, elle se rend compte que la dite présidente est en fait la fille du nouveau copain de sa mère, donc sa nouvelle demi-sœur. Et donc malgré qu'elles ont des caractères totalement différents, elles doivent partager une chambre et entament une relation qui, comme je l'ai dit, est franchement gênante à regarder, mais je reviendrai là-dessus plus tard. En ce qui concerne Koiwa Ameagiri no Yoni, on suit une fille qui s'appelle Akira, qui est très mature pour son âge, qui est l'ancienne championne du club de course de son lycée, mais suite à un accident, elle ne peut plus courir, et donc à la place, elle travaille à temps partiel dans un restaurant local, dont elle tombe amoureuse du manager, un quarantenaire, séparé de sa femme, qui vit seul avec son fils, et qui lui est pas si mature que ça finalement. Les deux entament une relation, mais cette fois-ci beaucoup plus... Enfin, ils se tournent autour, mais de très loin. Et c'est finalement ce qui va faire la différence entre ces deux séries, c'est la notion de consentement. Parce que dans Citrus, les différents protagonistes, eux, n'ont absolument aucune notion d'espace personnel, constamment en train de activement envahir la proximité les uns des autres, et dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que chacun des protagonistes dans toutes leurs interactions sont quasiment toujours à la limite du viol, ce qui est franchement non seulement pas intéressant à regarder, mais oui, en plus, j'ai du mal à m'identifier et à créer de l'empathie envers ces personnages qui, la première fois qu'elles s'embrassent et que les deux sont consentantes, ça doit être dans l'épisode 6 ou 7 déjà, et la première remarque que Yuzu fait à la suite de ça, c'est marrant, c'est pas comme d'habitude. En plus, ouais, Yuzu est un peu débile. Pendant que la série essaye quand même un peu de mettre en place des semi-antagonistes, d'avoir des personnages qui se mettent en travers de la route des deux personnages, il n'y en a pas besoin en fait, parce que Yuzu est parfaitement capable de se foutre dans la merde toute seule. Ce qui est assez agaçant à regarder en fait. Meilleur sale gosse pour Mitsuboshi Colors, qui est une série dont les protagonistes sont des enfants. Ce qui est un challenge en réalité, parce que écrire des personnages d'enfants c'est compliqué. Des enfants en réalité c'est chiant, ils ont aucun filtre, ils pensent à une connerie, ils la font. En général c'est un petit peu compliqué en fait d'écrire des personnages qui se comportent comme ça, donc en général en fait les personnages d'enfants ou bien on les voit pas, enfin ils sont figurants en arrière-plan, ou bien quand on les voit ils sont écrits de manière totalement non naturelle, c'est-à-dire en fait c'est des adultes en plus petit. Mais là pas du tout, parce qu'en fait Mitsuboshi Colors c'est une comédie. Donc c'est une série qui joue sur le fait que ces trois protagonistes sont des enfants, ils ont des idées débiles, elles ont des idées débiles parce que c'est trois filles, et elles le font. Et c'est une série que j'ai trouvé très drôle à regarder du coup, parce que contrairement à des vrais enfants, là c'est pas moi qui subis, c'est des personnages de fiction, donc là c'est rigolo. Et pour rester dans les enfants, j'ai envie de parler aussi de Ina Matsuri. C'est une série qui suit différents personnages d'ex-enfants soldats dotés de pouvoirs télékinésiques, principalement une d'entre elles qui s'appelle Ina, qui est adoptée par un yakuza, mais il y a aussi après voilà deux autres filles dans l'entourage de Ina qui sont aussi dans le même cas, l'une d'entre elles qui passe la majorité de la série SDF, tandis que l'autre est carrément abandonnée seule sur une île déserte et commence lentement à perdre sa santé mentale. Ah oui, c'est une comédie en fait, et probablement la plus drôle que j'ai pu voir cette année d'ailleurs. Alors forcément la comédie c'est quelque chose d'assez subjectif, on rit tous de choses différentes,
Alors forcément, si je vous dis que moi ça m'a fait rire, ça vous parle peut-être pas forcément. Maintenant, déjà, voilà, avec le contexte que je viens de vous poser, vous devez vous douter que les blagues ont intérêt d'être une bonne qualité, mais en plus, c'est même une série dont j'ai lu le manga original, et j'ai réussi à bien me marrer quand même en connaissant les blagues à l'avance. Je pense que c'est un bon indicateur de qualité. Alors pour changer un peu des enfants, maintenant j'ai envie de parler d'adultes, allez, les meilleurs adultes. Wotakoi, qui est une série qui encore une fois que j'ai lue, et oui j'ai envie d'en parler parce que malgré le fait que quelque chose comme 40% des séries que je regarde se passent dans des écoles, des fois j'aime bien aussi suivre des personnages adultes en fait, vous savez, avec des problèmes d'adultes, c'est-à-dire des personnages auxquels je peux m'identifier, ça arrive aussi, c'est pas mal. C'est une série qui suit un groupe d'otaku, qui sont tous assez variés, et puis contrairement à une série comme, je sais pas, par exemple Big Bang Theory, ce sont des personnages qui sont réellement construits et intéressants à suivre, et pas juste des coquilles vides qui servent à balancer des références culturelles. Ensuite, je vais parler rapidement de 2 séries que j'ai appelées les meilleures adaptations tronquées, qui sont encore une fois des séries pour lesquelles j'ai lu le manga d'origine. Alors la première, c'est Yagate Kimi ni Naro, une série qui a passé tellement de temps sur son développement de personnage qu'elle ne finit même pas l'arc narratif qu'elle entame dans l'épisode 9 ou 10. À la place, voilà, il y a beaucoup de scènes qui sont passées à développer les relations entre les personnages, et au final, cet arc-là passe complètement à la trappe et n'est pas fini à la fin des 12 épisodes. Ce qui, au final, ne me gêne pas tant que ça, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien le développement de personnages. Et la deuxième série dont j'ai aussi envie de parler, mais qui est peut-être un peu moins gênante, c'est 3D Kanojo. Encore une fois, c'est une série dont j'ai lu le manga d'origine, et pour laquelle j'ai trouvé que ce qui était vraiment intéressant dans l'histoire, c'était sa fin. Et le problème, c'est que la saison 1 de l'anime n'adapte que vraiment le début de l'histoire, et donc ne va pas jusqu'au bout, et donc n'adapte pas ce qui est quelque part la meilleure partie de l'histoire. Après, c'était un petit peu moins gênant parce que il y a une deuxième saison qui est en train de diffuser là, tout de suite, maintenant. Alors, vu le rythme de l'adaptation, je suis pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout de l'histoire, mais au moins, il y a peut-être une chance. Je vais continuer avec la série qui fait la meilleure utilisation de son concept pour Chio-chan no Tsugakuro. C'est une série qui suit Chio-chan, une gameuse, alors qu'elle va à l'école. Voilà, c'est la base de tous les épisodes en fait. Après, c'est une série à gag, donc plusieurs fois par épisode. En gros, elle va rencontrer une situation face à laquelle elle va réagir non pas avec une logique de la réalité, mais avec une logique de jeu vidéo. Ce qui forcément ne fait qu'empirer la situation, elle surréagit encore plus mal, ça empire de plus en plus, et c'est rigolo. C'est une série qui, par sa construction, m'a un petit peu rappelé Watamote, à ceci près que là, Chio-chan no Tsugakuro repose vraiment sur de l'humour absurde, là où Watamote partait vraiment sur de l'humour cringe. Et puis surtout, Watamote, c'est une série dont l'humour repose sur le fait que le personnage réagit mal parce qu'il est totalement socialement inepte. Donc une catégorie de personnages auquel je peux très bien m'identifier. Je ne savais pas qu'il était possible de trop s'identifier à un personnage au point que ça me faisait mal de regarder la série et que j'ai dû arrêter. Alors ensuite je voudrais parler de la meilleure série avec des filles qui vont en Antarctique, qui est Sora Yori no Toi Basho, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un concept validé sur un post-it comme ça en 5 minutes sans y faire attention, mais une vraie bonne série. C'est-à-dire que si j'avais gardé les anciennes catégories que j'ai utilisées l'année précédente, c'est une série qui aurait à la fois pu recevoir la meilleure surprise, mais aussi la meilleure série d'aventure. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, c'est pas une série dans laquelle 4 filles vont trouver un machin en plastique magique qui va les téléporter au pôle sud dans le premier épisode, mais bien une série dans laquelle les personnages vont trouver un boulot pour gagner de l'argent, pour réussir à se faire embarquer dans une expédition qui part en Antarctique, qui vont passer plusieurs épisodes sur un brise-glace avant d'arriver au pôle sud. Au final, je crois qu'elles arrivent quelque chose comme épisode 9 ou 10. Donc, il y a vraiment un focus particulier sur le voyage, sur les personnages en eux-mêmes, qui sont tous très intéressants, parce qu'en plus, la série se paye le luxe d'avoir quelques scènes qui sont vraiment émotionnellement très très fortes, ce qui au final en fait une excellente série pour peu qu'on arrive à passer outre la couverture. Meilleure exposition pour Darling in the Franxx. C'est une série qui se veut une série de mecha qui est dans la lignée quasiment directe d'Evangelion, avec un groupe d'adolescents qui découvrent leur sexualité et en même temps doivent piloter des mechas pour protéger ce qui reste de l'humanité de quelques abominations monstrueuses. Mais surtout c'est une série à l'univers particulièrement intéressant et qui l'installe non pas en ayant un personnage qui dans l'épisode 1 nous explique tout ce qui s'est passé et comment on est arrivé là, mais en nous lâchant des petites bribes d'informations par le biais des dialogues entre les différents personnages, ce qui rend au final l'expérience de visionnage très très intéressante parce qu'on a envie en fait de faire attention à un petit peu tout ce qui se passe et de continuer à regarder la série juste pour obtenir ces petites informations.
jusqu'à l'épisode 20. C'est un épisode qui fait exactement ce que je dis que la série ne fait pas, c'est-à-dire c'est un récap épisode et pendant 20 minutes vous avez un personnage qui vous explique qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Et c'est dommage, parce que si on enlève cet épisode, franchement voilà, je pourrais presque vous recommander de regarder la série mais sans cet épisode, si ce n'est que je pense qu'il communique quand même quelques informations importantes pour la compréhension de la fin de la série. Et à mon avis, c'est pour ça que voilà, les scénaristes ont décidé de prendre un raccourci et de partir là-dessus. Mais c'est dommage parce que franchement, si on enlève cet épisode-là, la série fait vraiment quasiment un sans faute. Et enfin, je vais terminer avec une série au nom interminable, donc j'appellerai juste Station Buta Yellow, qui va obtenir le prix de la meilleure puberté, parce que je m'en fous, c'est la fin de la vidéo. Le concept de la série, c'est qu'il y a certains adolescents, pendant leur puberté, voilà, ils obtiennent des pouvoirs. Le concept est pourtant totalement différent de ce qu'on a pu voir dans Charlotte par exemple, parce que là c'est vraiment des pouvoirs qui sont liés au subconscient, aux troubles psychologiques que les personnages peuvent rencontrer durant l'adolescence, et qui sont ensuite vaguement justifiés avec une histoire de physique quantique. D'ailleurs je vais faire un aparté là-dessus parce que je pense qu'il faut arrêter avec ça. La physique quantique, ça repose sur des principes qui sont pas tellement intuitifs et donc on a l'impression que c'est des paradoxes et que ça peut servir à justifier n'importe quoi. C'est pas le cas. La physique quantique c'est une science et on peut pas faire n'importe quoi avec. Par exemple, le chat de Schrödinger. J'ai l'impression que personne ne comprend ce que ça veut vraiment dire, mais en réalité le chat de Schrödinger à la base c'est une blague. C'est une blague de physicien, alors personne l'a compris, mais en fait Schrödinger se moque du principe en tout cas de l'interprétation de la physique quantique dite de Copenhague, en disant que si on applique le modèle probabiliste de cette interprétation à un environnement macroscopique, à la réalité, on peut obtenir des trucs absurdes, genre un chat qui est 50% mort et 50% vivant. Ce qui n'est pas possible évidemment, mais c'est pas possible, le chat n'est pas 50% mort, 50% vivant, si juste on le fout dans une boîte. C'est parce que c'est un modèle probabiliste. En fait, le chat a 50% de chance d'être vivant et 50% de chance d'être mort. Pour prendre un exemple qui est peut-être un petit peu plus compréhensible, on va dire en matière de scénario, imaginons que je prépare le cambriolage d'une banque. Je sais qu'il va y avoir un gardien dans la banque, mais je ne sais pas s'il sera devant la porte A ou devant la porte B. Pour que mon plan soit valide, je vais considérer qu'il est à la fois devant la porte A et devant la porte B. Ce qui n'est pas possible, ok ? Dans la réalité, quand on ira cambrioler la banque, il sera devant seulement une des portes, il n'est pas devant les deux en même temps. Mais ça me permet de m'assurer que mon plan est valide dans toutes les possibilités. Et c'est à ça que ça sert la physique. La physique, c'est une représentation mathématique de la réalité. Peu importe que cette représentation soit théoriquement impossible. Ce qui importe, c'est qu'à la fin des calculs, le résultat qu'on obtient corresponde à ce qui a été observé dans la réalité. C'est-à-dire là, dans mon cas, le résultat observé, c'est que le gardien sera devant au moins une des portes. J'ai l'impression d'avoir digressé, non ? Bref, c'est une série qui est assez sympa à regarder parce qu'elle a un schéma narratif avec des arcs qui s'intéressent chacun à différents personnages pendant environ 3 épisodes. Et surtout, c'est une série qui se paye le luxe, comme le fait Darling in the Franxx, de mettre le couple officiel de la série ensemble dès les premiers épisodes, ce qui, pour le grand lecteur de shoujo qui est en moi, est un peu un soulagement parce que ça veut dire qu'on va pas se taper un éternel oui mais peut-être, mais oui mais non, mais oui mais non, mais en fait oui mais en fait non pendant 48 épisodes. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder au moins certaines des séries dont j'ai parlé ou au moins de manger une sauce bolognaise. Voilà, à la prochaine.